Alors bonjour cher ami Thierry, c'est un grand plaisir de t'accueillir à l'atelier. On avait ce projet d'interview depuis très longtemps et tu es revenu dans la région pour faire des conférences sur Gustave Courbet et on est vraiment très heureux de t'accueillir à l'atelier aujourd'hui. Et merci d'être venu. Et puis donc on va commencer ces entretiens tranquillement, donc je répondrai à tes questions dans la mesure du possible. Oui, merci Jean-Pierre. En fait, c'est vrai que ça fait un certain temps que nous avions ce projet d'entretien et j'avais envie de te poser, c'est vrai, un certain nombre de questions. Alors, avec sans doute une approche d'historien, c'est-à-dire que je m'intéresse toujours beaucoup à la chronologie. C'est un petit peu sur ce type d'orientation que je voudrais t'interroger, en particulier en commençant par tout ce qui concerne ta formation, tes premiers travaux, tes influences aussi, et une question que tout le monde se pose toujours, s'agissant d'un artiste, c'est qu'on considère tout de même qu'un artiste, c'est quelqu'un d'un peu particulier, et on se demande comment on devient artiste. Alors c'est ça ma première question finalement. Pour toi, comment as-tu un jour décidé de devenir artiste? C'est pas une décision, c'est un chemin de vie, je crois. Oui, c'est un chemin de vie. Oui, oui, oui. C'est pas une décision. Il faut quand même beaucoup de volonté pour continuer le travail d'artiste, hein, bien sûr. Mais et puis c'est ce qui me remplit le plus de joie et de bonheur. C'est ça qui me procure le plus de bonheur dans la vie, d'être artiste. Alors un chemin de vie, Oui. donc il y a un moment dans ta vie, dans ta jeunesse, souvent, où tu as pensé que c'était l'orientation qui te convenait. Oui, au début j'ai un peu hésité au temps de l'adolescence, étant jeune homme, entre l'écriture et la peinture, oui, parce que les deux me semblaient importants. Oui. Oui, ça, nous parlerons de l'écriture, parce que tu as effectivement toute une partie de ton activité qui consiste à écrire sur ton art, à écrire sur l'art, tout à fait important, parce que tous les artistes ne le font pas, c'est vrai. Et pendant ta formation, quelles ont été tes influences principales, les artistes qui ont pu t'influencer, les mouvements, etc. Oui, mais je me rappellerai toujours, j'étais dans ma ferme à Charquemont, là, à ce moment-là j'élevais des chevaux, donc j'étais dans la nature, au quotidien, jour et nuit, à vivre avec les animaux. Et on avait acheté un livre avec mon amie Sophie, c'était le ravissement de Lollwestein de Marguerite Duras. Et sur ce livre, il y avait une peinture de Roscoe. Et soudain, ça a été comme une révélation. Je dis bien sûr, ce sont des énergies positives, négatives, neutres, ou masculin, féminin, Dieu. Donc on peut découvrir aussi la peinture grâce à une image, une carte postale, ou ça peut être comme ça, hein, c'est vrai. Après, bon, j'ai eu d'autres révélations, peut-être qu'on en parlera plus en détail en Amérique du Sud et en Égypte. Mais la première déclic de vouloir être artiste, c'est un peu ça, c'est de parler de la spiritualité, la démarche verticale de l'homme. Oui, alors tu mentionnais l'Égypte. On voit dans tes œuvres des influences à partir de l'art précolombien, égyptien, japonais, indien, ce qui est assez peu commun pour un artiste français. Quelles sont les raisons qui t'ont incité à chercher là des sources d'inspiration? Oui, enfin, je suis français entre guillemets, je suis aussi américain, donc j'ai acquis cette ouverture d'esprit en allant vivre aux États-Unis, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, oui, c'est là que tu as découvert ces différents arts, pour certains arts premiers, pour d'autres arts de l'Antiquité, etc. Voilà, oui. Alors, j'ai une autre question qui a trait au manga japonais, parce que tu en utilises beaucoup, tu les intègres dans tes œuvres. Alors, on sait très bien, quand on regarde une gravure du 19e siècle japonais, Kuniyoshi, Kusai, etc., on sait très bien qu'on a affaire à de l'art japonais, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Oui. Mais s'agissant des mangas, est-ce que tu considères que c'est un art japonais, ou que c'est un art éventuellement métissé, avec par exemple les cartoons occidentaux? Oui, bien évidemment, c'est de la bande dessinée, oui. Mais les Égyptiens faisaient de la bande dessinée, et les Mayas aussi, puisqu'ils mélangeaient l'image et le texte. Les Mayas, de tous les temples, il y a toujours des chiffres, des écritures, c'est assez ancien. Bon, on a redécouvert ça au XXe siècle avec les pop artistes comme Warhol et Liechtenstein, mais ça existait déjà.
Si tu vas en Égypte, tu vas dans les tombes, c'est mélangé, l'écriture est mélangée avec le texte. Avec le texte. Et pour moi, c'est très important parce que, bien sûr, l'image ne fonctionne pas de la même manière que le texte dans le cerveau. Donc, c'est être plus équilibré. Et pour en revenir à ce thème des mangas, j'en suis influencé, mais je récupère surtout les textes dans les mangas japonais, les textes érotiques, trash, on peut dire, ou obscènes, parce que justement, ça devrait faire quelque chose d'humoristique. Les gens devraient rigoler devant les tableaux, mais la plupart des gens ne rigolent pas, parce que bon, l'art n'est pas heureux en France, c'est un art très tragique. Donc à New York, les gens rigolent devant les tableaux, ici c'est très rare ça. Alors tes premiers travaux, Oui. dans les années 1980, sont des travaux d'art abstrait et basés déjà sur le carré. Ça c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui le carré est la forme standard, je dirais, que tu adoptes. À l'époque c'était déjà basé sur le carré, avec, quand on les regarde, probablement des liens esthétiques avec Barnett Newman. Et tu pratiques cet art dans les années 80, alors que, à cette époque, on abandonnait déjà l'art abstrait pour la nouvelle figuration. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à cette abstraction alors que la tendance était plutôt à la nouvelle figuration? Oui, mais tu sais, j'ai toujours été un peu en dehors du marché, de ce qui se passait, parce que je vivais dans une ferme. J'allais très peu souvent à Paris. Donc la nouvelle figuration, moi je ne l'ai pas vue. On en entendu parler, mais je ne l'ai pas vue. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était d'acquérir, de trouver ce cheminement spirituel dans la peinture. Donc Kandinsky parle très bien dans ses livres. Et, oui, pour moi, et pour ces artistes américains comme Roscoe, Newman ou Pollock, je pense qu'il y a une dimension spirituelle très très importante et qui manque un peu pour moi, dans la figuration libre. Mais bon, c'est son propre avis. Donc, je veux dénigrer personne, vraiment. Oui, oui. Et à partir de quel moment as-tu réintégré la figure dans tes œuvres? Oui, ben, j'ai vraiment commencé ça à Montréal, parce que j'avais fait une grande toile qui faisait presque 3 mètres par 3 mètres. Et je suis resté devant cette toile pendant une quinzaine de jours. C'était comme un achèvement, un top de ce que je pouvais faire, quoi. Et puis j'ai dit, bon, je peux faire des variations comme beaucoup d'artistes abstraits l'ont fait, mais je trouvais que l'abstraction c'était aussi une grande solitude. Et j'avais pas envie d'être seul quelque part. Je suis un être humain et je suis connecté avec les autres. Donc j'avais peut-être pas la force de faire un travail abstrait et je trouvais qu'il manquait quelque chose, cette dimension du corps justement, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai réintégré justement des phrases ou des images de femmes ou d'animaux. Voilà. Et au niveau du support, tu vas passer en fait d'un support panneau ou toile au plexiglas. Ça c'est quand même quelque chose de très très curieux parce que c'est un choix singulier, il y a peu d'artistes qui travaillent sur le plexiglas. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce support? Mais en fait, c'est une contrainte, puisque c'est une anecdote que je raconte souvent. Je devais travailler avec une galerie de Toronto, la galerie Mousse, et à cette époque-là, donc en France, je travaillais sur Isorel, mais c'est un matériau pauvre, entre guillemets, qui était acide, donc les œuvres ne durent pas tellement longtemps, puisque ça se dégrade à longue. Et il m'a dit, Jean-Pierre, on veut travailler avec toi, mais faut que tu peignes sur un autre support. Donc ça m'ennuyait, parce que j'ai trouvé mon support idéal, l'Isorel. Et je pouvais faire justement des modules, des polyptyques. Et donc j'ai réfléchi assez longtemps, travaillé sur du PVC, sur du métal. Et à un moment donné, j'ai trouvé le plexiglas, mais au départ, je peignais sur le plexiglas comme matériau, comme support. Oui. Et puis après, c'est venu que je peignais derrière, à la fois devant, derrière, et puis c'est venu mon matériau de prédilection. Et donc je suis content de travailler sur ce matériau-là maintenant. Ouais. Oui, et tu n'as pas prévu d'autres essais sur d'autres supports dans l'avenir? C'est vraiment le support qui te convient le mieux? Pour l'instant, oui. Mais si je travaille à plus grande échelle, peut-être qu'il faudrait que je travaille sur du verre sécurite, mais il faut penser à une chose, c'est que c'est moi tout seul qui fabrique les choses, entre guillemets. Donc je ne peux pas faire de plus grand format que cela. Et faire des grands formats comme ça en verre sécurite, c'est pas possible dans cet atelier. Voilà. Donc il faudrait que je les fasse faire. Donc à un moment donné, peut-être que
changerai d'échelle. Si un jour je vends vraiment, je pourrais penser à changer d'échelle, mais pour l'instant, je revendique cette tradition artisanale de l'artiste dans son atelier qui fait les étapes de A jusqu'à Z. Ouais. Alors en 1991, tu quittes donc la France pour partir t'installer à Montréal. Alors ce choix, est-ce qu'il est motivé parce que tu trouvais que la société française n'offrait plus aux artistes des conditions d'épanouissement nécessaires? Je le pense maintenant, mais je ne le pensais pas avant. Il faut aller voir. Bon, je suis allé voir. Non, j'ai suivi mon chemin de vie, j'ai suivi ma chance, quoi, entre guillemets. Oui, oui. Oui. Oui, c'est un choix spontané. Voilà, oui, oui, oui. Le directeur de la galerie Mousse m'a dit « Oh, je veux travailler avec toi, mais il faut que tu viennes vivre au Canada. » Mais attends, j'ai 17 chevaux dans ma ferme, c'est beaucoup. Puis j'ai peu réfléchi, j'ai dit « Bon, ok, je pars. » Et puis je suis parti. Vraiment sans réfléchir. Et quelqu'un serait venu me voir dans ma ferme quelques temps auparavant en me disant que j'allais vivre un jour à New York. J'avais même jamais imaginé ça. Donc la vie, c'est toujours des chemins qui s'ouvrent. C'est ça qui est fabuleux, j'adore ça. Et une fois arrivé à Montréal, quels vont être tes axes de recherche artistique? Eh bien, ça s'est ouvert d'une part par la grandeur de l'espace qu'on n'a plus tellement en Europe, puisqu'on est un peu enfermés les uns sur les autres, et l'ouverture de la mentalité. Autant dans le sens positif, c'est-à-dire que tout est permis, que dans le sens négatif, c'est-à-dire que tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que, bon, mais maintenant, c'est arrivé en France. 20 ans plus tard, ça m'a attrapé en France. C'est-à-dire que la société française a beaucoup changé. Les liens qu'on avait entre nous se délitent petit à petit. Donc ça m'a... Mais ce qui m'a ouvert l'esprit, c'est aussi de faire ce que j'ai envie de faire, sans jugement aucun. Bon, parce qu'on sait très bien qu'en France, le jugement est assez pesant. Assez pesant. Voilà, oui. Et alors c'est là que tu choisis le mode d'expression de la sérigraphie. Parce que c'est vrai que même sur des panneaux de plexiglas, tu aurais pu choisir de la peinture. Oui. Et quelle est la raison pour laquelle tu choisis la sérigraphie, qui est quand même une technique qui nécessite des équipements, etc., et qui n'est peut-être pas aussi facile à mettre en œuvre que la peinture, que l'huile ou l'acrylique? C'est tout à fait, oui. Mais c'est toujours un heureux hasard, comme on dit. Je vivais à côté d'un magasin de t-shirts. Et je produisais des images, je faisais des photocopies, puis je les collais dans mes peintures ou derrière le plexiglas. À un moment donné, je me dis, tiens, ce serait peut-être bien de les reproduire en sérigraphie. Parce qu'en faisant une photocopie couleur, j'avais un bleu, un jaune, un rouge, mais je ne pouvais pas avoir de nuance. Alors que la sérigraphie, j'ai la nuance exacte que je veux. Donc c'est une liberté sur la couleur, quelque part, et sur la forme. Bon, après, on a l'écran sérigraphique, ça définit une dimension. Mais si tu veux imprimer plus grand, tu peux l'imprimer plus grand. Oui, c'est plus souple. Voilà, oui, que les photocopies, transfert, voilà.